Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 22 février 2018, voici la une du journal. Le secteur minier national à l'heure américaine, le groupe américain Geovic, spécialisé dans l'exploitation des minerais, était reçu en audience ce jeudi au Palais de l'Unité à Yaoundé. Les perspectives pour les gisements de Kribi et Lomier en tête du journal. Les sénatoriales 2018, à l'heure de la clôture des candidatures, dans moins de 4 heures maintenant, les registres se referment à Elekam. Dans le 20h30, le point des partants et la situation dans les régions. Le SDF, à l'heure du retrait de John Frundi de la course à la présidence, le parti tient son congrès depuis ce jeudi à Bamenda. Écho des travaux et annonces fortes dans ce journal. Voilà pour les titres. Le secteur minier camerounais intéresse le groupe américain Geovic. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, a reçu en audience ce jeudi, au nom du chef de l'État Paul Biya, une délégation de 16 entrepreneurs américains. Le chef de la délégation, Michael Masson, le président exécutif de Geovic, a dit l'intérêt de son groupe pour les gisements de cobalt, de nickel et de manganèse dans les localités de Lomier et de Kribi. Le reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Modzo. Des investisseurs étrangers qui se bousculent aux portes du Palais de l'Unité. Y a-t-il meilleure preuve de la crédibilité de notre pays à l'international que celle-là? Assurément non. Ce jeudi 22 février 2018, les grilles du palais présidentiel s'ouvrent pour accueillir Michael Mason et William Bukovic, respectivement président et vice-président exécutif du groupe Geovic. Pendant une demi-heure, le top management de cette multinationale sera reçu au nom du chef de l'État par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Il est à noter que Geovic est un groupe minier américain de réputation mondiale qui se propose d'assurer l'exploitation du cobalt, du nickel et du manganèse camerounais dans les régions de l'Est et du Sud Cameroun. L'exploitation de ces minerais qui, à l'instar du cobalt, sont très prisés dans l'industrie automobile et l'univers de la téléphonie mobile, devrait, assure-t-on côté américain, générer des revenus annuels de l'ordre de 600 milliards de francs CFA et plus de 2000 emplois. Au sortir de l'audience, les hôtes américains se sont dit rassurés du soutien des plus hautes autorités camerounaises pour le début effectif de la mise en œuvre de ce projet qui ne saurait tarder. Quelques 4 heures encore et ce sera la fin du délai imparti pour le dépôt des candidatures au sénatorial à Elekam. Au dernier pointage effectué par nos reporters, c'était autour de 18h30 ce soir. Seul le RDPC aurait déposé ses listes à la Direction générale des élections ici à Yaoundé. Et selon ces dernières nouvelles, ce ne serait pas non plus la grande bousculade dans les 9 autres régions. Lucas Modou-Ndjemba fait le point. Premier à déposer sa copie au siège de la Direction générale des élections, le RDPC. Il est 15h ce jeudi lorsque Grégoire Ouna, le secrétaire général adjoint du comité central du parti au pouvoir, et ses camarades, munis de leur dossier de candidature, arrivent à Bastos. Direction le deuxième étage du bâtiment où sont installés les 21 membres de la sous-commission en charge de la réception et de la transmission des candidatures pour les sénatoriales. Commence alors pour les mandataires du parti au pouvoir un concours de patience dans cette salle des premiers tris, pour ainsi dire. Vérification, enregistrement en vue d'un récépissé des dépôts de candidature, une vraie délivrance. Nous venons de passer plus de 3h30 pour déposer nos dossiers. Le RDPC a des candidats dans toute la République. Nous avons 10 listes. Entre-temps, les hommes et femmes des médias, la CRTV en premier, ont pris d'assaut le siège d'Elections Cameroun. Les échos des dépôts de candidature dans le reste du pays, personne ne veut les louper. Et c'est à 18h que le directeur général des élections fait le premier point. Au niveau de la Vina, dans la Damawa, le SDF a déposé le dossier. Au centre, nous n'avons rien reçu encore. À l'est, dans le Lomé-Djerens, le SDF a déposé son dossier. À l'extrême nord, dans le département de Diamaré, l'ANDP a déposé un dossier. Au littoral et au nord, il n'y a pas de dossier déposé.
Au nord-ouest, dans la Mésame, le parti UDP a déposé un dossier. À l'ouest, au niveau du département de la MIFI, le SDF a déposé un dossier. Au sud-ouest, il y a eu 2 dossiers venant de 2 partis politiques différents, en l'occurrence l'ANDP et le SDF. Enfin, au niveau de la Direction générale des élections, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, a déposé également le dossier. Si la nuit promet d'être longue ici, le directeur général des élections prévient toutefois qu'il ne transigera pas sur les délais réglementaires. Devant l'entrée de chacune de nos structures, il y aura indication qu'il est minuit. Ceux qui sont déjà à l'intérieur, on va traiter leur dossier. Ceux qui viennent à minuit 1 minute, ils sont en retard, on a des rendez-vous dans 5 ans. Avis donc aux mandataires des partis politiques désireux de prendre part au sénatorial du 25 mars prochain. Ils doivent se hâter, le temps presse. Et ils sont certainement en route en ce moment même vers les bureaux de Elections Cameroun. À Bamenda, la capitale régionale du Nord-Ouest, vit l'effervescence du congrès du SDF, le Social Democratic Front. Au cadre du parti et militants locaux se sont jointes des délégations venues d'Europe, des États-Unis et principale annonce et principale certitude. À cette heure-ci, le président du SDF, John Frondi, n'est pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Faisons le point de ces travaux à Bamenda avec Augustin Guidjana. Devant les plus de 1500 délégués venus du Cameroun et d'Afrique du Sud, des invités de marque tels que l'ancien secrétaire général de la présidence de la République issu des Oies, le gouverneur de la région du Nord-Ouest ou encore les représentants de la fondation allemande Friedrich Ebert et celui de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Cameroun, Né John Frondi a rendu officielle sa position de participation à la présidentielle de 2018 au Cameroun. For this exercise, therefore, I will not be presenting my candidature to be the flag bearer, as I've always done in the past. Ainsi, le chairman Ni John Frondi a décidé de se retirer de la course vers la présidence de la République. Il dit laissez la place aux jeunes. I have decided to leave the competition to the younger cadets in the country. Ces jeunes-là, ce sont Joshua Ossi, Joseph Mbandam ou encore Simon Fobichinda. Les délégués du SDF qui sont venus devront les départager au cours du congrès extraordinaire de ce 24 février 2018. Le reste du 9e congrès sera concentré sur l'élection des membres du bureau exécutif du SDF. Ce sera ce vendredi 23 février 2018. Dans un autre parti, le PAL, le parti de l'Alliance libérale, appelle à une union sacrée autour du candidat Paul Biya pour la prochaine élection présidentielle. Le président de ce parti, Célestin Bédigui, lançait l'appel ce jeudi au cours d'un point de presse à Yaoundé. Et pour sortir de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, Célestin Bédigui propose l'organisation d'une autre tripartite. La synthèse, Pierre Biinambarga. Élection présidentielle 2018. Le président du parti de l'Alliance libérale choisit son camp. Célestin Bédigui lance un appel à une union sacrée autour du candidat Paul Biya. À l'observation de ce qui se passe sur la scène politique et à l'analyse des profils des uns et des autres, je parle là des candidatures annoncées ou pressenties, M. Biya est celui-là qui a les atouts. Pour le PAL, avec le président Paul Biya, il y a une visibilité économique et politique. Célestin Bédigui évite l'aventure au Cameroun et soutient la valeur sûre. Autre sujet abordé par Célestin Bédigui, le problème anglophone. Le PAL préconise l'organisation d'une deuxième tripartite. La première tripartite, on a invité tous les partis politiques légalisés.
On ne s'est pas dit, oh, il faut qu'il ait telle implantation. On a dit, tous les partis politiques légalisés sont venus. Ensuite, la société civile, les autorités traditionnelles, ensuite les responsables de l'administration, toute personne qui peut être impliquée ou qui a ce problème à cœur. La situation politique au Cameroun est constituée aujourd'hui de péril économique et la bombe sociale que constitue le chômage des centaines de milliers de jeunes. Paul Biya, pour Célestin Bédigui, reste l'homme de la situation. Il y avait audience solennelle de rentrée de la Cour suprême ce jeudi à Yaoundé. Le premier président, Daniel Mekobe-Sonné, et le procureur général, Luc Njodo, ont lancé l'année judiciaire au Cameroun à travers d'importantes communications. Le premier président sur l'esprit du pardon dans la mise en œuvre du droit pénal et les réquisitions du procureur général sur la défense sociale face au défi du terrorisme. Des messages d'une brûlante actualité. Nicole Doudou. Tous debout comme un seul homme pour accueillir l'année judiciaire 2018 à la Cour suprême. La haute juridiction s'apprête à relever de nombreux défis face à la recrudescence des actes de violence et de terrorisme au Cameroun. La tension est à son comble dans cette salle d'apparat, parée de ses plus beaux atours pour ce rendez-vous spécial et solennel. Membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, membres du gouvernement et assimilés, familles judiciaires, élus du peuple et justiciables, le silence est total. Les réquisitions du ministère public captivent les invités. Le procureur général près la Cour suprême, Luc Njodo, pendant plus de 30 minutes, puise dans son vaste éventail de connaissances de la règle de droit pour édifier sur un sujet qui épouse le contexte actuel du Cameroun, la défense sociale face au défi du terrorisme. Ici, le chemin parcouru par la justice camerounaise démontre qu'il existe des lois comme mesure de prévention et de répression et ces dispositions légales ont en toile de fond des mesures de clémence. L'exemple des peines alternatives dans le nouveau code de procédure pénale et de la restitution du corps du délit. Voilà qui augure de la pertinence de la communication du premier président de la Cour suprême. Daniel Mekobe-Sonné se prononce sur l'esprit du pardon dans la mise en œuvre de la politique criminelle au Cameroun. Plus de 30 minutes de brillants exposés aux allures de leçons inaugurales. Le message clé était celui de retenir que le pardon est un instrument d'humanisation de la justice. En déclarant l'année judiciaire 2017 close et celle de 2018 ouverte, Dame Pluie s'invite, véritable bénédiction du ciel pour cette rentrée solennelle à la Cour suprême. Et je vous propose un morceau choisi de la communication du premier président de la Cour suprême. Dans cet extrait, Daniel Mekobe livre quelques hypothèses possibles pour étayer son propos. Des cas de pardon prévus par le législateur camerounais dans la mise en œuvre du droit pénal. Une mère qui soustrait frauduleusement un pain dans une boulangerie pour alimenter son enfant qui risque de mourir de famine agit par état de nécessité. Il n'y a pas d'infraction de vol au sens de l'article 318 du Code pénal. Un médecin qui ampute une jambe de son malade par nécessité thérapeutique ne commet pas d'infraction de coup avec blessure grave de l'article 279 du Code pénal. Si, pour sauver la vie de la mère, il tue l'enfant qui allait naître, il n'y a pas infraction d'avortement contre lui. L'officier de police judiciaire qui, dans le cadre d'une enquête de flagrant délit, procède à des perquisitions à des heures légales, ne commet pas d'infraction de violation de domicile au sens de l'article 299 du Code pénal. Roger Merle et André Vitu, dans leur traité de droit criminel, considèrent ces faits justificatifs comme, je cite, des circonstances exceptionnelles entraînant la dérogation à la loi pénale. Fin de citation.
C'était le premier président de la Cour suprême, Daniel Mekobe-Soné, un extrait sélectionné par Nicole Doudou. Et cette audience solennelle de rentrée à la Cour suprême se tient cette année dans un contexte marqué par l'avènement du Conseil constitutionnel. C'était le 7 février dernier, un décret du chef de l'État. Occasion ce soir pour la rédaction de clarifier le rôle et le fonctionnement de la Cour suprême aux côtés du Conseil constitutionnel. Voici les éclairages. Séverin Alégambélé. La mise en place du Conseil constitutionnel apporte quelques changements de forme dans le fonctionnement de la justice camerounaise. Mais dans le fond, la Cour suprême reste dans son rôle constitutionnel en matière judiciaire, administrative et de jugement des comptes. C'est le grand arbitre, ou bien celui qui donne les grandes orientations du droit. Parce que normalement, lorsque la Cour suprême a statué sur un point, surtout en chambre réunie, et qu'elle tranche un point de droit qui s'impose aux juridictions inférieures. À côté de ça, la loi de 2006 a donné le pouvoir d'évocation, c'est-à-dire la possibilité de juger les affaires au fond. Dans la question du droit électoral, c'était un moment. L'environnement judiciaire nouveau allège plutôt la charge de la Cour suprême en matière de contentieux électoral. De manière très concrète donc, la Cour suprême n'aura plus à connaître du contentieux des élections sénatoriales, aussi bien le contentieux des candidatures que du contentieux des opérations électorales. La Cour suprême n'aura pas non plus à connaître du contentieux des élections législatives, elle n'aura pas non plus à connaître désormais du contentieux de l'élection présidentielle. Et il ne lui appartiendra plus de proclamer les résultats de toutes ces élections. En revanche, elle reste bien juge suprême au niveau de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. Comme à l'époque récente où la Cour suprême jouait un rôle double, les règles de saisine du Conseil constitutionnel sont les mêmes. Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs. Mais il peut aussi être saisi par le président du conseil régional lorsque les intérêts de sa région sont en cause. À l'analyse des faits, c'est plutôt l'appareil judiciaire camerounais qui gagne en retrouvant tous ses démembrements. Et justement, pour l'actualité en perspective au Conseil constitutionnel, je vous donne lecture de cet arrêté qui porte convocation du Parlement en Congrès. Le président de l'Assemblée nationale, président du bureau du Congrès, à la demande du président de la République, arrête. Article 1er, le Parlement est convoqué en Congrès le mardi 6 mars 2018 à 11 h au Palais des Congrès de Yaoundé à l'effet de recevoir le serment des membres du Conseil constitutionnel nommés par décret présidentiel du 7 février 2018, article 2. Le présent arrêté du bureau sera enregistré, puis publié en français et en anglais et communiqué partout où besoin sera. C'est signé pour le bureau du Congrès par le président du Congrès, Kavaïegui Djibril. Dans une autre institution, la Commission nationale anticorruption qui sollicite la CRTV pour donner plus de visibilité à ses actions. Le président, le révérend Dieudonné Massigams, exprimait cette attente ce jeudi au cours de l'audience que lui a accordée le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo. Je vous propose de l'entendre ici dans une interview conduite par Pierre Evembe. La lutte contre la corruption est un problème national. Et le chef de l'État s'y est engagé et c'est l'une de ses préoccupations. Pour que cela porte, il faudrait également les voies qui peuvent permettre que cela porte loin. Et la meilleure des voies qui puisse permettre en sorte que la sensibilisation, l'éducation, et les interpellations et même la formation des groupes permettent en sorte que nous ayons une masse critique importante, c'est la CRTV avec son personnel qualifié qui peut jouer ce rôle.
Reparlons des 25 décrets signés hier mercredi par le président de la République, Paul Biya. Ces textes redessinent la carte militaire au Cameroun à travers la réorganisation du commandement territorial et le redéploiement des personnels dans les forces de défense. À retenir notamment l'éclatement de la 2e région militaire interarmée qui donne ainsi naissance à une 5e région militaire avec pour poste de commandement Bamenda, dans le nord-ouest. Le décryptage des textes présidentiels, Éric Benjamin Lamère. La création d'une 5e région militaire interarmée avec poste de commandement à Bamenda et qui couvre les régions de l'ouest et du nord-ouest ne peut être détachée de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du territoire. Né de l'éclatement de l'ancienne 2e région militaire qui couvrait, en plus de l'ouest et du nord-ouest, le littoral et le sud-ouest, la 5e région militaire interarmée participe d'un quadrillage plus serré du territoire afin de répondre efficacement aux différentes menaces qui pèsent sur le Cameroun. Nous avons une série de menaces quand même qui interpellent notre pays sur les 4 points cardinaux et qu'une réorganisation justement est fortement nécessaire lorsque il y a ce genre de situation qui nous interpelle sur tous les plans géostratégiques et géopolitiques. Et donc je pense que les chefs de l'État donnent une réponse, n'est-ce pas, pour que non seulement nous puissions faire face à la menace sur le plan opérationnel, mais qu'il y ait un meilleur maillage, n'est-ce pas, de nos unités sur le terrain de telle manière à ce qu'on puisse répondre efficacement à ces menaces. En plus de la création de nouvelles unités, les 25 décrets de ce 21 février ont réactivé d'autres unités en consolidant l'option de l'interarmisation et de l'opérationnalité de l'armée camerounaise. Cette réorganisation s'est accompagnée d'un vaste redéploiement des personnels. Redéploiement qui n'a épargné aucun secteur des forces de défense, de l'armée de terre aux anciens combattants et victimes de guerre en passant par la gendarmerie nationale, la marine nationale, l'armée de l'air, les sapeurs-pompiers, la santé militaire. Ce sont de nouveaux hommes qui ont été appelés à remplir de nouvelles missions avec honneur et fidélité. Le ministre de l'économie prolonge sa visite de travail dans le littoral. Lui, Paul Motazé, et sa suite étaient ce jeudi auprès des pêcheurs de Manoka. Auparavant, la signature d'une convention de partenariat d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA hier mercredi entre le Minepat et la Chambre de commerce du Cameroun aura constitué l'un des moments forts de ce lancement de l'année économique au Cameroun. Premier fruit et premier bilan de cette visite de travail, Daoud Mouliom, à Douala. Plus d'1 milliard de francs CFA pour soutenir les acteurs des secteurs commerce, mines, industrie et artisanat du Cameroun. C'est la valeur approximative des actions à mener dans le cadre d'une convention de partenariat dont les parapheurs viennent d'être signés par Louis-Paul Motazé et Christophe Ekeng. Le Minepat et la CECIMA s'engagent ainsi dans la réalisation de 3 projets majeurs au profit des ressortissants de la chambre consulaire. La première concerne la transformation de cuir dans la région de Marawa afin d'aider les petites et moyennes entreprises, l'artisanat surtout, un centre qui permet de résoudre certains problèmes juridiques de manière plus souple. Nous avons signé également la convention pour le centre d'incubation pilote de Bonabéry qui permet de former les jeunes dans la transformation de matières crues, particulièrement le manioc. C'est l'épilogue de 2 jours de travaux du Minepat à Douala et le premier acte concret après les différentes concertations avec le secteur privé. Et justement, la signature de cette convention a été précédée quelques heures plus tôt d'une séance de restitution des recommandations faites par les participants à ces concertations. Entre autres, les offres de financement des partenaires techniques et financiers doivent s'adapter à la demande des PME camerounaises. Leurs mécanismes d'intervention doivent être harmonisés. Cela passera par une bonne communication sur les lignes de crédit disponibles. Pour ce qui est des champions nationaux par filière annoncés, la définition des critères de sélection a été entamée. Reste la promotion de ce concept innovant. Entre 2009 et 2016, le nombre de PME a doublé au Cameroun, la preuve qu'elles sont bien dynamiques et méritent le soutien de l'État. Dans les collectivités territoriales décentralisées, les villes de Makenene et de Konyambeta, dans le Mbam et Inubu, ont leurs hôtels de ville flambant neufs. Le ministre Jules Doré-Ndongo inaugurait ces infrastructures réalisées avec le concours du FECOM. C'était hier, mercredi. Le reportage de Oswald Modon. Makenene, c'est tout un label. L'escale privilégiée des voyageurs entre le centre et l'ouest vient d'ajouter un atout supplémentaire aux charmes qui font sa réputation.
L'atout, tout en beauté, inauguré en grande pompe et bâti en R+1. 18 bureaux, une salle des archives, une salle des actes composent l'édifice qui fait aujourd'hui la fierté de tout Makénéné. 220 millions de francs CFA ont été nécessaires pour faire sortir de terre le bâtiment. À Konyambeta, l'architecture du nouvel hôtel de ville reflète l'ambition d'une commune dynamique. 24 bureaux, une salle des actes, une salle d'informatique pour une emprise au sol de 800 mètres carrés, réalisée en 12 mois. Coût total des travaux, 204 millions de francs CFA. La décentralisation est effectivement en marche. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Il y a certes des difficultés, mais lorsque nos maires construisent des bâtiments comme ceux-ci, lorsqu'ils construisent des gares routières, des auberges municipales, des stationnements avec les moyens déployés par le FEICOM, par le gouvernement, je pense que nous pouvons en être heureux. Le résultat donne satisfaction au Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale qui a financé les 2 projets. Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, chargé des collectivités territoriales décentralisées. Ces édifices sont d'abord un symbole de la décentralisation. On peut alors mieux comprendre la joie légitime des 2 exécutifs communaux, engagés qu'ils sont, aux côtés des pouvoirs publics, à faire embarquer leur commune dans le train de l'émergence. Vous le savez certainement maintenant, un récent décret du chef de l'État ramène la gestion du secteur de l'eau potable sous le seul contrôle de l'État à travers son bras armé, la Camwater. Le ministre de l'eau et de l'énergie rassure quant aux capacités de cette société à assurer l'alimentation en eau potable des zones urbaines et périurbaines au Cameroun. Basile à Tanganakuna annonce d'ailleurs des projets novateurs dans le pipe. Des perspectives expliquées ici par Mélanie Botebe. L'eau, c'est la vie. Cette assertion partagée par tous a amené l'État du Cameroun à multiplier les actions pour améliorer l'accès des populations à l'eau potable. Et cette année encore, cela fait partie des priorités de l'État. Vous vous rappelez que le chef de l'État dit qu'il va mettre l'accent cette année sur les problèmes d'eau et d'électricité. Nous avons un plan d'investissement. Nous avons un plan direct. Nous avons un plan d'investissement. Nous avons un plan directeur qui précise les projets que nous devons réaliser à des échéances bien précises. C'est vrai qu'il y a encore des difficultés, mais nous avons bon espoir que les populations seront mieux loties en matière de fourniture de l'eau potable. Cependant, la situation sur le terrain reste assez tendue. Pour la ville de Yaoundé, le besoin en eau potable est de 300 000 m3 au jour. Actuellement, 185 000 m3 par jour sont disponibles. En attendant, le projet Sanaga qui apportera près de 300 000 m3 au jour à la ville de Yaoundé. À Douala, le potentiel est important, capable de satisfaire les besoins des populations de cette ville. On parle de plus de 400 000 m3 par jour installés. Cependant, les problèmes d'urbanisation empêchent cette eau d'arriver vers les populations. Des problèmes et bien d'autres que la Camwater va devoir adresser. Il y a un certain nombre d'activités que nous devons réaliser avant la clôture effective, qui devrait intervenir à la fin du mois d'avril. Il y a l'inventaire des biens de retour, l'inventaire des biens de reprise et évidemment il y a aussi les problèmes de facturation, les problèmes de produits de traitement, mais il y a également tout ce qui concerne les dettes réciproques entre les 2 partenaires, à savoir la C2 et la Camwater. La réorganisation de la Camwater ouvre aussi des possibilités aux privés d'intervenir dans ce secteur. Quand vous lisez ce décret, donc il y a encore une ouverture possible au privé. Mais en même temps, le chef de l'État a prévu la création de filiales dans les autres régions du Cameroun. Certains pourraient appeler ça décentralisation. Donc c'est quand même une avancée très importante. C'est dire si la production et la distribution de l'eau potable vont plus que par le passé devenir une affaire de tous. Les régions en bonne place dans le journal du jeudi, cap sur la région de l'extrême nord. Là-bas, les billets de banque mutilés et autres pièces de monnaie usées donnent du fil à retordre aux commerçants et autres vendeurs. Résolution, ils ont décidé de ne plus les recevoir, créant le désarroi dans leur clientèle. Voyons cela dans cette enquête de Aladji Mustafa à Maroua. La circulation des billets de banque déchirés et des pièces de monnaie usées préoccupe de plus en plus les populations de la ville de Maroua. Du coup, faire des achats au marché et dans les boutiques du quartier devient compliqué pour celui qui possède un billet de banque déchiré.
Tout de suite là, je vais les donner 1000 francs, même il dit que c'est découpé en deux là, c'est comment? Je vais faire quoi avec? Quand on te donne les billets désirés, tu donnes aux clients, les clients refusent ça. Même c'est percé un peu comme ça là, il y a des gens qui refusent. Des billets de banque déchirés que refusent aussi les commerçants. On ne prend pas ça. Avec jetons là, 10 francs aussi, on ne prend pas ça. Et fait peur comment avec ça, avec 500 là, tout ça, on dit que le numéro est passé. D'autres par contre les acceptent malgré tout. Quelqu'un vient avec son argent pour acheter quelque chose, même si c'est déchiré, si ce n'est pas tellement coupé, seulement déchiré, moi j'accepte. Parce que souvent je peux passer toute la journée, je ne vends pas 5 francs, quelqu'un vient avec le billet déchiré, je refuse, je vais faire comment? Il faut que je l'accepte, il n'y a pas de problème. Certains ont une bonne raison de refuser ces billets de banque déchirés. À la banque on refuse et chez nos supérieurs boss ou grands commerçants ils refusent aussi à leur tour. Donc je n'encaisse pas. Même à la banque, comme le microfinance là, dès qu'on amène là, on refuse, on nous remet ça. Des arguments balayés d'un revers de la main par les responsables des banques. Si le billet est déchiré, mais tous les numéros y sont, nous le récupérons, on lui donne un billet valide et nous on fait un versement à la banque centrale. Nous prenons toutes les pièces jusqu'à 1 franc. Une situation qui complique davantage les transactions commerciales ici à Maroua. Et ici à Yaoundé également, à présent direction la région du sud-ouest où il ne se passe pas de semaine, nous dit-on, sans accident de la circulation. En cause là-bas l'incivisme des automobilistes et des mototaximènes. Les constats dans les rues de Boya avec Flavien Zobo. Le phénomène est à la mode ici à Bouya. Des phares additionnels éblouissants sur les pare-chocs avant des véhicules. Un décor admiratif ou simple fantaisie. En tout cas, certains automobilistes de Bouya s'y plaisent vraiment. Et la nuit tombée, ils font alors valoir ces gadgets lumineuses et perçantes. Un danger permanent qui expose les autres usagers de la route aux accidents de la circulation. Nous sommes allés à la rencontre des responsables en charge de la prévention routière pour comprendre ce que dit la réglementation en vigueur. Toute addition d'un élément à un véhicule, nous devons avoir au préalable une autorisation appelée certificat d'homologation. Ce certificat d'homologation s'obtient au niveau du ministère du Transport à la direction du transport routier. La première répression, c'est d'abord le retrait de ce véhicule de la circulation, c'est-à-dire la mise du véhicule en fourrière. L'amende va jusqu'à 25 000 francs. Bon, ça c'est ce qui concerne la législation en matière de la circulation routière. Bon, ça dépendra aussi des dégâts qu'ils vont causer. Là, ça relève du pénal. Il faut donc, par conséquent, intensifier la sensibilisation. Nous organisons des campagnes de sensibilisation, des campagnes de prévention routière. Nous touchons également les syndicats des transporteurs afin de changer les mentalités. En tout cas, de par ces fantaisies lumineuses, survient très souvent le pire. À Boya, chaque usager de la route établit ses propres normes de la circulation, l'usage des pleins phares, l'utilisation des anti-brouillards, tout y passe et bonjour les éblouissements chez les chauffeurs et les accidents de la circulation à répétition. Pourtant, la réglementation en la matière est bien claire. Les rappels de Stéphane Tala à Boya. L'ajout des feux sur les taxis, motos, bus et véhicules personnels est une réalité ambiante à Boya et dans le reste du sud-ouest. Anti-brouillard avant, faisceau large ou longue portée, chacun des adeptes y va de son appréhension. Les phares additionnels sont plus importants la nuit parce qu'ici il y a beaucoup de brouillard la nuit. Bon, avec ça, ça éclaircit plus mieux la route et ça te permet de voir plus loin. C'est mieux que les phares de la moto même, ça ne consomme pas. D'autres disent augmenter les feux pour confronter les pleins phares et jeux de lumière abusifs. Une fois la nuit tombée, ces objets présentent plus d'inconvénients que d'avantages. Quand vous croisez quelqu'un dans la nuit, par exemple, il vous envoie les anti-brouillards. C'est très très dangereux. Vous pouvez aller en brousse, il peut vous envoyer dans la brousse. Plusieurs fois, ça nous dérange. Mais comme j'ai aussi ma petite stratégie, je prends la ligne blanche. Quand ça vient sous mes yeux, en face, je regarde plutôt le bas et je suis la ligne blanche. Ça me permet de faire le croisement. J'ai parti à Limbe, près de Motengene. J'ai vu ça une fois. J'ai parti doucement, après j'ai arrêté le véhicule. C'est pas bien.
Les anti-brouillards adaptés, parfois 4 sur un seul engin, rendent donc la visibilité routière problématique dans la nuit du fait d'un éblouissement résultant d'une lumière vive soudaine. Il y a même d'autres qui sont venus, les motos prennent ça. Mais vous voyez la moto en roue, vous croyez que c'est la voiture. Hein? Les motos mettent ça et c'est très dangereux. Vous pouvez entrer sur une moto comme ça en face sans connaître. Une situation susceptible de provoquer des accidents de la circulation et d'affecter la santé visuelle des chauffeurs victimes à long terme. La lumière qui arrive subitement, ça cause autant de brouillage au conducteur. Il peut perdre la voie. Pour ceux qui arrivent déjà vers les cinquantaines, les 60, à 60 ans, qui commencent déjà à avoir développé les cataractes, ça peut aussi les causer les problèmes. Pour beaucoup, cet ajout doit être stoppé au profit des feux d'origine installés par les industries automobiles. Le législateur et les autorités en charge des transports doivent aussi jouer pleinement leur rôle afin d'assurer la sécurité des usagers sur nos routes. Dans la région du Sud, ce sont les coupures à répétition de la fourniture en énergie électrique qui plongent de longs jours durant les habitants de la ville d'Ebolova. Dans le noir, il ne se passe pas de semaine sans coupure de l'électricité. Les conséquences sont visibles dans les familles, chez les jeunes scolaires, sur les activités commerciales, bien sûr. Les constats à la bougie à Ebolova, Anissé et Siane. À Ebolova, il ne se passe plus une journée sans que les ménages ne soient privés de courant électrique. La fourniture de cette denrée est désormais faite de manière sporadique. Un coup dur pour l'économie locale. Parmi ceux qui payent le prix fort, il y a les commerçants et autres acteurs des petits métiers. Je ne peux pas supporter avec le courant d'Ebolova parce que j'ai déjà choisi mon travail, c'est le coiffeur. Il n'est pas notre travail, je vais faire. Mais je ne peux pas supporter 5 jours, une semaine, on coupe le courant. Je vais travailler 1 jour par semaine. Hein? Jusqu'à une semaine, tout l'argent que j'ai travaillé le jour, c'est déjà fini. Je commençais pour prêter les choses dehors. Le même calvaire est vécu dans les poissonneries. Au terme de 2 à 3 jours sans énergie, c'est des produits en décomposition qui sont servis aux clients. L'histoire du coupure de Ebolova, vraiment ça m'énerve. On n'arrive même plus à faire les achats. Tu achètes ton poisson, tu viens, tu exposes, après 2 jours c'est déjà tout pourri parce qu'il n'y a pas la lumière. La situation est également déplorée par les élèves et leurs parents. Dans les rues de la cité capitale, les plaintes sont devenues banales. Mais en attendant d'y voir plus clair, certains habitants d'Ebolova multiplient les astuces. Entre groupes électrogènes, bougies ou encore énergie solaire, tout est nécessaire pour ne pas rester dans le noir. Dans le sud-ouest, le personnel de la Société nationale de raffinage, la Sonara, a récemment présenté ses vœux de nouvel an au directeur général Ibrahim Talba Mala. Le directeur général qui invite son personnel à plus d'efforts pour doubler la production pétrolière. Roger Samaki, Port. Moment de convivialité pour la grande famille de la Sonara en ce jour de février. Prenant la parole au nom de l'ensemble du personnel, le directeur de l'administration et des ressources humaines, Bouba Mohamedou, remercie le directeur général pour l'attention qu'il a toujours portée sur l'amélioration des conditions de travail du personnel. En dressant le bilan de l'année écoulée, le patron de la Société nationale de raffinage relève chiffres à l'appui que les différents obstacles rencontrés en 2017 n'ont pas arrêté la marche de cette entreprise vers le progrès. Ibrahim Talba Mala félicite le personnel pour le travail abattu au cours de l'année 2017. Le DG demande à ses collaborateurs de redoubler d'ardeur au travail afin de rehausser les performances de la Sonara en 2018. Une année qui s'annonce sous de bons auspices. J'ai beaucoup plus insisté sur l'avenir parce que l'avenir est porteur d'espoir et dans cet avenir il y a donc une amélioration significative de nos ressources et aussi nous visons à l'achèvement de notre projet d'extension et de modernisation. Comme ça on va booster nos activités de manière à accompagner l'activité de notre raffinerie au profit de notre pays et au profit de l'émergence du Cameroun. En recevant les vœux de ses proches collaborateurs,
des partenaires de la Sonara et des autres travailleurs, le directeur général Ibrahim Talbamala demande aux uns et aux autres d'avoir en tête l'intérêt général et de rester solidaires. En effet, la Sonara a une grosse partition à jouer pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. La page des sports en mode festif, il y avait cérémonie de présentation des vœux de nouvel an également ce jeudi au président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, le colonel Ahmad Kalkaba Malboum, qui a saisi l'occasion de cette cérémonie pour primer le graphiste Abba Liman, lauréat du concours pour la production du logo des Ligues d'Ixiad. Ce sera à Bafoussam en 2018. Le reportage Jean-Cyriac Bessé. L'année 2017 s'en est allée avec son lot de secousses et de succès au Comité national olympique et sportif du Cameroun. Le bilan dressé par le secrétaire général de la structure, David Ojong, est un tableau rassurant pour le mouvement olympique national. Cependant, le CNOSC, dira son président, se sent interpellé sur plusieurs fronts en 2018. Le front principal étant l'organisation des 6e Jeux nationaux d'Ixiad, prévu au mois de décembre à Bafoussam. Le lauréat du concours du logo des Jeux a d'ailleurs reçu sa récompense, un chèque d'une valeur de 500 000 francs CFA des mains du colonel Ahmad Kalkaba Malboum. Toujours au chapitre des récompenses, Ghislaine Bebom a reçu un diplôme pour ses actions en faveur de la promotion du sport, tandis que le président de la FECA Judo, maître Alain King Diane, est reparti avec la reconnaissance du comité pour son dynamisme. La cérémonie de présentation des vœux au comité olympique s'est achevée par la traditionnelle poignée de main. La fin de cette édition du 20h30, préparée avec la collaboration de Eugène Bey. Vous aurez d'autres informations à minuit en compagnie de Nicole Doudou et de Baldwin Sama. Retrouvez immédiatement après ce journal Espace Politique sur cette antenne. Et pour les éditions du 20h30 du week-end dès demain, vous serez en compagnie de Karine Olive Yabit. D'avance, je vous souhaite un très bon week-end et à lundi 20h30. De rentrée de la Cour suprême ce jeudi à Yaoundé. Le premier président Daniel Meko-Bessoné et le procureur général Luc Njodo ont lancé l'année judiciaire au Cameroun à travers d'importantes communications. Le premier président sur l'esprit du pardon dans la mise en œuvre du droit pénal et les réquisitions du procureur général sur la défense sociale face au défi du terrorisme. Des messages d'une brûlante actualité. Nicole Doudou. Tous debout comme un seul homme pour accueillir l'année judiciaire 2018 à la Cour suprême. La haute juridiction s'apprête à relever de nombreux défis face à la recrudescence des actes de violence et de terrorisme au Cameroun. La tension est à son comble dans cette salle d'apparat, parée de ses plus beaux atours pour ce rendez-vous spécial et solennel. Membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, membres du gouvernement et assimilés, familles judiciaires, élus du peuple et justiciables, le silence est total. Les réquisitions du ministère public captivent les invités. Le procureur général près la Cour suprême Luc Njodo, pendant plus de 30 minutes, puise dans son vaste éventail de connaissances de la règle de droit pour édifier sur un sujet qui épouse le contexte actuel du Cameroun, la défense sociale face au défi du terrorisme. Ici, le chemin parcouru par la justice camerounaise démontre qu'il existe des lois comme mesure de prévention et de répression et ces dispositions légales ont en toile de fond des mesures de clémence. L'exemple des peines alternatives dans le nouveau code de procédure pénale et de la restitution du corps du délit. Voilà qui augure de la pertinence de la communication du premier président de la Cour suprême. Daniel Meko-Bessoné se prononce sur l'esprit du pardon dans la mise en œuvre de la politique criminelle au Cameroun. Plus de 30 minutes de brillants exposés aux allures de leçon inaugurale. Le message clé était celui de retenir que le pardon est un instrument d'humanisation de la justice.
en déclarant l'année judiciaire 2017 close et celle de 2018 ouverte. Dame Pluie s'invite, véritable bénédiction du ciel pour cette rentrée solennelle à la Cour suprême. Et je vous propose un morceau choisi de la communication du premier président de la Cour suprême. Dans cet extrait, Daniel Mekonnen livre quelques hypothèses possibles pour étayer son propos. Des cas de pardon prévus par le législateur camerounais dans la mise en œuvre du droit pénal. Une mère qui soustrait frauduleusement un pain dans une boulangerie pour alimenter son enfant qui risque de mourir de famine agit par état de nécessité. Il n'y a pas d'infraction de vol au sens de l'article 318 du Code pénal. Un médecin qui ampute une jambe de son malade par nécessité thérapeutique ne commet pas d'infraction de coup avec blessure grave de l'article 279 du Code pénal. Si, pour sauver la vie de la mère, il tue l'enfant qui allait naître, il n'y a pas infraction d'avortement contre lui. L'officier de police judiciaire qui, dans le cadre d'une enquête de flagrant délit, procède à des perquisitions à des heures légales, ne commet pas d'infraction de violation de domicile au sens de l'article 299 du Code pénal. Roger Merle et André Vitu, dans leur traité de droit criminel, considèrent ces faits justificatifs comme, je cite, des circonstances exceptionnelles entraînant la dérogation à la loi pénale. Fin de citation. C'était le premier président de la Cour suprême, Daniel Mekonnen, un extrait sélectionné par Nicole Dodo. Et cette audience solennelle de rentrée à la Cour suprême se tient cette année dans un contexte marqué par l'avènement du Conseil constitutionnel. C'était le 7 février dernier, un décret du chef de l'État. Occasion ce soir pour la rédaction de clarifier le rôle et le fonctionnement de la Cour suprême aux côtés du Conseil constitutionnel. Voici les éclairages. Séverin Alégambélé. La mise en place du Conseil constitutionnel apporte quelques changements de forme dans le fonctionnement de la justice camerounaise. Mais dans le fond, la Cour suprême reste dans son rôle constitutionnel en matière judiciaire, administrative et de jugement des comptes. C'est le grand arbitre, ou bien celui qui donne les grandes orientations du droit. Parce que normalement, lorsque la Cour suprême a statué sur un point, surtout en chambre réunie, et qu'elle tranche un point de droit qui s'impose aux juridictions inférieures. À côté de ça, la loi de 2006 a donné le pouvoir d'évocation, c'est-à-dire la possibilité de juger les affaires au fond. Dans la question du droit électoral, c'était un moment. L'environnement judiciaire nouveau allège plutôt la charge de la Cour suprême en matière de contentieux électoral. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 22 février 2018, voici la une du journal. Le secteur minier national à l'heure américaine, le groupe américain Geovic, spécialisé dans l'exploitation des minerais, était reçu en audience ce jeudi au Palais de l'Unité à Yaoundé. Les perspectives pour les gisements de Kribi et Lomier en tête du journal. Les sénatoriales 2018, à l'heure de la clôture des candidatures, dans moins de 4 heures maintenant, les registres se referment à Elekam. Dans le 20h30, le point des partants et la situation dans les régions. Le SDF, à l'heure du retrait de John Frundi de la course à la présidence, le parti tient son congrès depuis ce jeudi à Bamenda, écho des travaux et annonces fortes dans ce journal. Voilà pour les titres. Le secteur minier camerounais intéresse le groupe américain Geovic.
Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, a reçu en audience ce jeudi, au nom du chef de l'État Paul Biya, une délégation de 16 entrepreneurs américains. Le chef de la délégation, Michael Masson, le président exécutif de Géovic, a dit l'intérêt de son groupe pour les gisements de cobalt, de nickel et de manganèse dans les localités de Lommié et de Kribi. Le reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Modzo. Des investisseurs étrangers qui se bousculent aux portes du Palais de l'Unité. Y a-t-il meilleure preuve de la crédibilité de notre pays à l'international que celle-là? Assurément non. Ce jeudi 22 février 2018, les grilles du palais présidentiel s'ouvrent pour accueillir Michael Masson et William Bukovic, respectivement président et vice-président exécutif du groupe Géovic. Pendant une demi-heure, le top management de cette multinationale sera reçu au nom du chef de l'État par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Il est à noter que Géovic est un groupe minier américain de réputation mondiale qui se propose d'assurer l'exploitation du cobalt, du nickel et du manganèse camerounais dans les régions de l'Est et du Sud Cameroun. L'exploitation de ces minerais qui, à l'instar du cobalt, sont très prisés dans l'industrie automobile et l'univers de la téléphonie mobile, devrait, assure-t-on côté américain, générer des revenus annuels de l'ordre de 600 milliards de francs CFA et plus de 2000 emplois. Au sortir de l'audience, les hôtes américains se sont dit rassurés du soutien des plus hautes autorités camerounaises pour le début effectif de la mise en œuvre de ce projet qui ne saurait tarder. Quelques 4 heures encore et ce sera la fin du délai imparti pour le dépôt des candidatures au sénatorial à Elekam. Au dernier pointage effectué par nos reporters, c'était autour de 18h30 ce soir. Seul le RDPC aurait déposé ses listes à la Direction générale des élections ici à Yaoundé. Et selon ces dernières nouvelles, ce ne serait pas non plus la grande bousculade dans les 9 autres régions. Lucas Modou-Ndjemba fait le point. Premier à déposer sa copie au siège de la Direction générale des élections, le RDPC. Il est 15h ce jeudi lorsque Grégoire Ouna, le secrétaire général adjoint du comité central du parti au pouvoir, et ses camarades, munis de leur dossier de candidature, arrivent à Bastos. Direction le 2e étage du bâtiment où sont installés les 21 membres de la sous-commission en charge de la réception et de la transmission des candidatures pour les sénatoriales. Commence alors pour les mandataires du parti au pouvoir un concours de patience dans cette salle des premiers tris, pour ainsi dire. Vérification, enregistrement en vue d'un récépissé des dépôts de candidature, une vraie délivrance. Nous venons de passer plus de 3h30 pour déposer nos dossiers. Le RDPC a des candidats dans toute la République. Nous avons 10 listes. Entre-temps, les hommes et femmes des médias, la CRTV en premier, ont pris d'assaut le siège d'Elections Cameroun. Les échos des dépôts de candidature dans le reste du pays, personne ne veut les louper. Et c'est à 18h que le directeur général des élections fait le premier point. Au niveau de la Vina, dans la Damawa, le SDF a déposé le dossier. Au centre, nous n'avons rien reçu encore. À l'est, dans le Lomé-Djerens, le SDF a déposé son dossier. À l'extrême nord, dans le département de Diamaré, l'ANDP a déposé un dossier. Au littoral et au nord, il n'y a pas de dossier déposé. Au nord-ouest, dans la Mézam, le parti UDP a déposé un dossier. À l'ouest, au niveau du département de la MIFI, le SDF a déposé un dossier. Au sud-ouest, il y a eu 2 dossiers venant de 2 partis politiques différents, en l'occurrence l'ANDP et le SDF. Enfin, au niveau de la Direction générale des élections, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, a déposé également le dossier. Si la nuit promet d'être longue ici, le directeur général des élections prévient toutefois qu'il ne transigera pas sur les délais réglementaires. Devant l'entrée de chacune de nos structures, il y aura indication qu'il est minuit. Ceux qui sont déjà à l'intérieur, on va traiter leur dossier. Ceux qui viennent à minuit 1 minute, ils sont en retard, on a des rendez-vous dans 5 ans. Avis donc aux mandataires des partis politiques désireux de prendre part au sénatorial du 25 mars prochain. Ils doivent se hâter, le temps presse.
Et ils sont certainement en route en ce moment même vers les bureaux de Elections Cameroun. À Bamenda, la capitale régionale du Nord-Ouest, vit l'effervescence du congrès du SDF, le Social Democratic Front. Au cadre du parti et militants locaux se sont jointes des délégations venues d'Europe, des États-Unis et principale annonce et principale certitude à cette heure-ci, le président du SDF, John Frondi, n'est pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Faisons le point de ces travaux à Bamenda avec Augustin Guidjana. Devant les plus de 1500 délégués venus du Cameroun et d'Afrique du Sud, des invités de marque tels que l'ancien secrétaire général de la présidence de la République issu des Oies, le gouverneur de la région du Nord-Ouest ou encore les représentants de la fondation allemande Friedrich Ebert et celui de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Cameroun, Né John Frondi a rendu officielle sa position de participation à la présidentielle de 2018 au Cameroun. For this exercise, therefore, I will not be presenting my candidature to be the flag bearer, as I've always done in the past. Ainsi, le chairman Ni John Frondi a décidé de se retirer de la course vers la présidence de la République. Il dit laissez la place aux jeunes. I have decided to leave the competition to the younger cadets in the party. Ces jeunes-là, ce sont Joshua Ossi, Joseph Mbandam ou encore Simon Fobichinda. Les délégués du SDF qui sont venus devront les départager au cours du congrès extraordinaire de ce 24 février 2018. Le reste du 9e congrès sera concentré sur l'élection des membres du bureau exécutif du SDF. Ce sera ce vendredi 23 février 2018. Dans un autre parti, le PAL, le parti de l'Alliance libérale, appelle à une union sacrée autour du candidat Paul Biya pour la prochaine élection présidentielle. Le président de ce parti, Célestin Bédigui, lançait l'appel ce jeudi au cours d'un point de presse à Yaoundé. Et pour sortir de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, Célestin Bédigui propose l'organisation d'une autre tripartite. La synthèse, Pierre Biinambarga. Élection présidentielle 2018. Le président du parti de l'Alliance libérale choisit son camp. Célestin Bédigui lance un appel à une union sacrée autour du candidat Paul Biya. À l'observation de ce qui se passe sur la scène politique et à l'analyse des profils des uns et des autres, je parle là des candidatures annoncées ou pressenties, M. Biya est celui-là qui a les atouts. Pour le PAL, avec le président Paul Biya, il y a une visibilité économique et politique. Célestin Bédigui évite l'aventure au Cameroun et soutient la valeur sûre. Autre sujet abordé par Célestin Bédigui, le problème anglophone. Le PAL préconise l'organisation d'une deuxième tripartite. La première tripartite, on a invité tous les partis politiques légalisés. On ne s'est pas dit, oh, il faut qu'il ait telle implantation. On a dit, tous les partis politiques légalisés sont venus. Ensuite, la société civile, les autorités traditionnelles, ensuite les responsables de l'administration, toute personne qui peut être impliquée ou qui a ce problème à cœur. La situation politique au Cameroun est constituée aujourd'hui de péril économique et la bombe sociale que constitue le chômage des centaines de milliers de jeunes. Paul Biya, pour Célestin Bédigui, reste l'homme de la situation. Il y avait audience solennelle d'un vaste redéploiement des personnels. Redéploiement qui n'a épargné aucun secteur des forces de défense, de l'armée de terre aux anciens combattants victimes de guerre en passant par la gendarmerie nationale, la marine nationale, l'armée de l'air, les sapeurs-pompiers, la santé militaire. Ce sont de nouveaux hommes qui ont été appelés à remplir de nouvelles missions avec honneur et fidélité. Le ministre de l'économie prolonge sa visite de travail dans le littoral.
Louis-Paul Motazé et sa suite étaient ce jeudi auprès des pêcheurs de Manoka. Auparavant, la signature d'une convention de partenariat d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA hier mercredi entre le Minepat et la Chambre de commerce du Cameroun aura constitué l'un des moments forts de ce lancement de l'année économique au Cameroun. Premier fruit et premier bilan de cette visite de travail, Daoud Mouliom, à Douala. Plus d'1 milliard de francs CFA pour soutenir les acteurs des secteurs commerce, mines, industrie et artisanat du Cameroun. C'est la valeur approximative des actions à mener dans le cadre d'une convention de partenariat dont les parapheurs viennent d'être signés par Louis-Paul Motazé et Christophe Ekeng. Le Minepat et la CECIMA s'engagent ainsi dans la réalisation de 3 projets majeurs au profit des ressortissants de la chambre consulaire. La première concerne la transformation de cuir dans la région de Marawa afin d'aider les petites et moyennes entreprises, l'artisanat surtout, un centre qui permet de résoudre certains problèmes juridiques de manière plus souple. Nous avons signé également la convention pour le centre d'incubation pilote de Bonabéry qui permet de former les jeunes dans la transformation de matières crues, particulièrement le manioc. C'est l'épilogue de 2 jours de travaux du Minepat à Douala et le premier acte concret après les différentes concertations avec le secteur privé. Et justement, la signature de cette convention a été précédée quelques heures plus tôt d'une séance de restitution des recommandations faites par les participants à ces concertations. Entre autres, les offres de financement des partenaires techniques et financiers doivent s'adapter à la demande des PME camerounaises. Leurs mécanismes d'intervention doivent être harmonisés. Cela passera par une bonne communication sur les lignes de crédit disponibles. Pour ce qui est des champions nationaux par filière annoncés, la définition des critères de sélection a été entamée. Reste la promotion de ce concept innovant. Entre 2009 et 2016, le nombre de PME a doublé au Cameroun, la preuve qu'elles sont bien dynamiques et méritent le soutien de l'État. Dans les collectivités territoriales décentralisées, les villes de Makenene et de Konyambeta, dans le Mbam et Inubu, ont leurs hôtels de ville flambant neufs. Le ministre Jules Doré-Ndongo inaugurait ces infrastructures réalisées avec le concours du FECOM. C'était hier, mercredi. Le reportage de Oswald Modon. Makenene, c'est tout un label. L'escale privilégiée des voyageurs entre le centre et l'ouest vient d'ajouter un atout supplémentaire aux charmes qui font sa réputation. L'atout, tout en beauté, inauguré en grande pompe et bâti en R+1. 18 bureaux, une salle des archives, une salle des actes composent l'édifice qui fait aujourd'hui la fierté de tout Makenene. 220 millions de francs CFA ont été nécessaires pour faire sortir de terre le bâtiment. À Konyambeta, l'architecture du nouvel hôtel de ville reflète l'ambition d'une commune dynamique. 24 bureaux, une salle des actes, une salle d'informatique pour une emprise au sol de 800 mètres carrés, réalisée en 12 mois. Coût total des travaux, 204 millions de francs CFA. La décentralisation est effectivement en marche. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Il y a certes des difficultés, mais lorsque nos maires construisent des bâtiments comme ceux-ci, lorsqu'ils construisent des gares routières, des auberges municipales, des stationnements avec les moyens déployés par le FEICOM, par le gouvernement, je pense que nous pouvons en être heureux. Le résultat donne satisfaction au Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale qui a financé les 2 projets. Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, chargé des collectivités territoriales décentralisées. Ces édifices sont d'abord un symbole de la décentralisation. On peut alors mieux comprendre la joie légitime des 2 exécutifs communaux, engagés qu'ils sont, aux côtés des pouvoirs publics, à faire embarquer leur commune dans le train de l'émergence. Vous le savez certainement maintenant, un récent décret du chef de l'État ramène la gestion du secteur de l'eau potable sous le seul contrôle de l'État à travers son bras armé, la Camwater. Le ministre de l'eau et de l'énergie rassure quant aux capacités de cette société à assurer l'alimentation en eau potable des zones urbaines et périurbaines au Cameroun. Basile à Tanganakuna annonce d'ailleurs des projets novateurs dans le pipe. Des perspectives expliquées ici par Mélanie Boteb. L'eau, c'est la vie. Cette assertion partagée par tous a amené l'État du Cameroun à multiplier les actions pour améliorer l'accès des populations à l'eau potable. Et cette année encore, cela fait partie des priorités de l'État. Vous vous rappelez que le chef de l'État a dit qu'il va mettre l'accent cette année sur les problèmes d'eau et d'électricité. Nous avons un plan d'investissement. Nous avons un plan direct. Nous avons un plan d'investissement.
De manière très concrète donc, la Cour suprême n'aura plus à connaître du contentieux des élections sénatoriales, aussi bien le contentieux des candidatures que du contentieux des opérations électorales. La Cour suprême n'aura pas non plus à connaître du contentieux des élections législatives, elle n'aura pas non plus à connaître désormais du contentieux de l'élection présidentielle. Et il ne lui appartiendra plus de proclamer les résultats de toutes ces élections. En revanche, elle reste bien juge suprême au niveau de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. Comme à l'époque récente où la Cour suprême jouait un rôle double, les règles de saisine du Conseil constitutionnel sont les mêmes. Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs. Mais il peut aussi être saisi par le président du conseil régional lorsque les intérêts de sa région sont en cause. À l'analyse des faits, c'est plutôt l'appareil judiciaire camerounais qui gagne en retrouvant tous ses démembrements. Et justement, pour l'actualité en perspective au Conseil constitutionnel, je vous donne lecture de cet arrêté qui porte convocation du Parlement en Congrès. Le président de l'Assemblée nationale, président du bureau du Congrès, à la demande du président de la République, arrête. Article 1er, le Parlement est convoqué en Congrès le mardi 6 mars 2018 à 11 h au Palais des Congrès de Yaoundé à l'effet de recevoir le serment des membres du Conseil constitutionnel nommés par décret présidentiel du 7 février 2018, article 2. Le présent arrêté du bureau sera enregistré puis publié en français et en anglais et communiqué partout où besoin sera. C'est signé pour le bureau du Congrès par le président du Congrès, Kavayegui Djibril. Dans une autre institution, la Commission nationale anticorruption qui sollicite la CRTV pour donner plus de visibilité à ses actions. Le président, le révérend Dieudonné Massigams, exprimait cette attente ce jeudi au cours de l'audience que lui a accordée le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo. Je vous propose de l'entendre ici dans une interview conduite par Pierre Evembe. La lutte contre la corruption est un problème national. Et le chef de l'État s'y est engagé et c'est l'une de ses préoccupations. Pour que cela porte, il faudrait également les voies qui peuvent permettre que cela porte loin. Et la meilleure des voies qui puisse permettre en sorte que la sensibilisation, l'éducation, et les interpellations et même la formation des groupes permettent en sorte que nous ayons une masse critique importante. C'est la CRTV avec son personnel qualifié qui peut jouer ce rôle. Reparlons des 25 décrets signés hier mercredi par le président de la République, Paul Biya. Ces textes redessinent la carte militaire au Cameroun à travers la réorganisation du commandement territorial et le redéploiement des personnels dans les forces de défense. À retenir notamment l'éclatement de la 2e région militaire interarmée qui donne ainsi naissance à une 5e région militaire avec pour poste de commandement Bamenda, dans le nord-ouest. Le décryptage des textes présidentiels, Éric Benjamin Lamère. La création d'une 5e région militaire interarmée avec poste de commandement à Bamenda et qui couvre les régions de l'ouest et du nord-ouest ne peut être détachée de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du territoire. Né de l'éclatement de l'ancienne 2e région militaire qui couvrait en plus de l'ouest et du nord-ouest, le littoral et le sud-ouest, la 5e région militaire interarmée participe d'un quadrillage plus serré du territoire afin de répondre efficacement aux différentes menaces qui pèsent sur le Cameroun.
Nous avons une série de menaces quand même qui interpellent notre pays sur les 4 points cardinaux et qu'une réorganisation justement est fortement nécessaire lorsque il y a ce genre de situation qui nous interpelle sur tous les plans géostratégiques et géopolitiques. Et donc je pense que les chefs de l'État donnent une réponse, n'est-ce pas, pour que non seulement nous puissions faire face à la menace sur le plan opérationnel, mais qu'il y ait un meilleur maillage, n'est-ce pas, de nos unités sur le terrain de telle manière à ce qu'on puisse répondre efficacement à ces menaces. En plus de la création de nouvelles unités, les 25 décrets de ce 21 février ont réactivé d'autres unités en consolidant l'option de l'interarmisation et de l'opérationnalité de l'armée camerounaise. Cette réorganisation s'est accompagnée